Donc je vais développer rapidement 7 petits points. D'abord, des éléments sur les traités internationaux et la Constitution. Comment ça marche, les traités internationaux, la procédure, et puis l'articulation avec la Constitution et le droit en général, l'imbrication entre droit interne et droit externe. Deuxièmement, le traité constitutionnel européen, le traité de Rome, puisqu'il a été signé à Rome le 29 octobre 2004, dont je rappellerai quelques éléments. Troisièmement, le référendum du 29 mars 2005. Quatrièmement, je parlerai du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007. Cinquièmement, je parlerai de la loi constitutionnelle du 4 février 2008 modifiant le titre 15 de la Constitution. Sixièmement, j'évoquerai le coup d'État parlementaire du 4 février 2008 en France, pas en Papouasie, ou je ne sais où. Et puis, pour terminer, le septième point, quelques explications sur le contenu, cette fois-ci, du traité de Lisbonne. Tout ça étant évidemment extrêmement bref. Alors d'abord, les traités internationaux et la Constitution. Quel est le processus politique, administratif, juridique concernant l'adoption des traités internationaux? Les traités internationaux, alors il y a plusieurs appellations. On parle des fois d'accord international ou de traité international. Il y a une petite hiérarchie entre les uns et les autres, mais c'est du détail. Disons que c'est la même chose, pour ne pas compliquer inutilement les choses. Ce sont des règles de droit qui sont négociées entre deux ou plusieurs États. Si c'est entre deux États, ce sont des traités bilatéraux. Si c'est entre plusieurs États, ce sont des traités multilatéraux. Et le but de ces traités, c'est de s'engager mutuellement les uns envers les autres. Hier, on a parlé, ou avant-hier, je ne sais plus, des traités de Westphalie qui fondent le droit international. La procédure moderne d'aujourd'hui concernant les traités internationaux est issue directement des traités de Westphalie, des principes qui ont été élaborés à ce moment-là. Et donc, les États signataires d'un traité s'engagent mutuellement, l'un envers l'autre ou les uns envers les autres, dans les domaines qu'ils définissent eux-mêmes. Il y a des matières extrêmement différentes qui sont concernées par les traités. Ça peut être des traités de défense, des traités de commerce, des traités concernant la justice. En matière de fiscalité, il n'y a pas d'accords multilatéraux, il n'y a que des accords bilatéraux qui s'appellent des conventions fiscales, etc., etc. Et ensuite, mis à part l'objet sur lequel portent ces traités, il revient aux constitutions des pays concernés de définir quelles sont les autorités compétentes à la fois pour conduire les négociations et pour ratifier les traités. Autrement dit, les traités internationaux sont encadrés, chapeautés par les constitutions. Ces constitutions définissent également la portée des normes internationales vis-à-vis du droit interne et les modalités de leur intégration de ces lois, de ces normes externes dans la hiérarchie des normes juridiques des pays concernés, du pays concerné. Alors, qui gère concrètement et négocie les traités internationaux? Ce sont les diplomates. Les diplomates, c'est une partie de leur activité, et non pas que cette activité-là,
mais c'est le corps diplomatique qui est chargé, comme fonction régalienne, de négocier les traités. Ensuite, quand il y a les mois et les années de négociation, de discussion sur le plan bilatéral et multilatéral, avec des allers et retours évidemment réguliers entre les diplomates et l'exécutif, le ministre des Affaires étrangères, et puis éventuellement le Premier ministre ou le Président de la République selon l'évolution des dossiers. Ensuite, c'est l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, qui est compétent pour négocier, donc il y a une phase de négociation, et ensuite signer et ratifier. Il y a deux étapes, il y a la signature et il y a la ratification. La signature, d'ailleurs, on peut avoir des traités, c'est le cas d'ailleurs de la charte de La Havane dont on parle régulièrement au Pardem. La charte de La Havane a été signée par 50 et quelques États, mais elle n'a pas été ratifiée par un certain nombre de ces États. Et donc, la différence entre la signature d'un traité et la ratification est la suivante. La signature d'un traité relève du chef de l'État. Si l'exécutif est d'accord avec le traité, en France c'est le chef de l'État, le président de la République, eh bien il appose sa signature sur le traité. Mais ça ne suffit pas pour que le traité prenne force de loi. Il faut qu'il soit ratifié. Et la ratification, selon les pays, peut être l'objet d'ailleurs, dans certains pays, c'est le chef de l'État, il y a fusion entre signature et ratification, mais en France, la ratification, elle doit se faire. Alors, je dirais un petit mot des dernières constitutions, parce que les choses évoluent. C'est le chef de l'État et c'est le Parlement qui, aujourd'hui, doit ratifier les traités. Par exemple, dans le cas du CETA, eh bien, chacun sait qu'on attend la date fixée pour la ratification du CETA par le Parlement. Et donc, c'est seulement lorsqu'un traité est ratifié en France par le Parlement qu'il prend force de loi. Ce que tu évoquais sur le dépositaire des traités, ça veut dire la chose suivante, c'est qu'un traité sur le plan matériel, il y a des sceaux, il y a donc des originaux avec les signatures et sont chargés de conserver les originaux un certain nombre de pays à tour de rôle. Parmi les signataires, évidemment. Et là, c'est l'Italie. Pourquoi l'Italie ? Parce qu'il y avait auparavant d'autres traités internationaux qui avaient été signés par à peu près les mêmes et que les dépositaires étaient d'autres que l'Italie. Donc c'est un tour de rôle. Mais concernant l'ONU conserve également un exemplaire de tous les traités multilatéraux, et au-delà même d'ailleurs. Et c'est une banque de données exhaustive. Et qui veut avoir de l'information sur les traités internationaux, eh ben, accède aux bases de données de l'ONU et peut avoir cette information. Alors, la ratification par le Parlement relève de l'article 53 de la Constitution actuelle. Que se passe-t-il si le Parlement refuse cette autorisation, c'est-à-dire autoriser le gouvernement à ratifier? En fait, ce n'est pas le Parlement qui ratifie, le Parlement donne l'autorisation à l'exécutif de ratifier. S'il ne donne pas cette autorisation, tout simplement l'exécutif ne peut pas ratifier et soit le pays, la France en l'occurrence, se retire carrément du traité en question, soit la négociation reprend. Et elle reprend sur des bases nouvelles résultant du débat au Parlement.
logiquement, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des cas? Oui, il faudrait regarder dans l'histoire les cas qui ont pu se présenter. Ensuite, alors comment les choses ont évolué, disons, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en matière d'articulation entre droit externe et droit interne, autrement dit entre droit international public et droit interne. La Constitution de 1946, comment traitait-elle le sujet? Avant la Constitution de 1946, la France était soumise à un régime qu'on appelle dualiste. C'est-à-dire que les conventions internationales, alors il y a des termes différents, il y a convention, il y a accord, il y a traité, disons les accords internationaux relevaient d'un ordre juridique distinct des normes internes. Il y avait ceux qui relevaient des normes externes et ceux qui relevaient des normes internes. Et les particuliers, par exemple, les personnes morales ou les personnes physiques, ne pouvaient pas se prévaloir des accords, traités, conventions internationales devant les tribunaux français. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de disposition législative intégrant les normes internationales, les normes externes, au droit interne. Donc c'est très intéressant cette affaire-là, parce que beaucoup de gens l'ont oublié, ce qui fait que la hiérarchie des normes juridiques était parfaitement conforme au schéma traditionnel, disons. La Constitution est au sommet des normes juridiques. Aucune norme externe ne lui est supérieure, ne la surplombe. Ça, c'est le système qui prévalait avant la Constitution de 1946, Constitution de 1946, qui ouvre donc la fondatrice de la 4e République. Et en 1946, donc, le préambule a montré la volonté du pouvoir constituant d'intégrer les normes de droit international au sein du droit interne. C'est en 1946 que ça commence. Constitution réputée progressiste et issue de la résistance. Ce n'est pas la Constitution de 1958 qui modifie la hiérarchie des normes juridiques, c'est la Constitution de 1946. Et ce que dit ce préambule de 1946, je cite, « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international, sous réserve de réciprocité », ça c'est un principe de droit international évident, la réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. Bon, là, l'objet est limité à la question de la paix. Et en effet, on peut établir une distinction dans les traités internationaux entre ceux qui peuvent surplomber la Constitution, être au sommet des normes juridiques internes, et ceux qui ne le souhaitent, et ceux qui ne le sont pas. Et là, en l'occurrence, les questions de la paix sont jugées prioritaires et supérieures en termes juridiques, en termes de hiérarchie des normes juridiques, à la Constitution. Et l'article 26 de la Constitution de 1946 donne aux normes internationales une portée juridique équivalente à celle de la loi. C'est-à-dire que là, pour la première fois, il y a fusion entre les normes externes et les normes internes. Donc la France va rompre en 1946 avec le système dualiste. Dualiste parce que
Il y a une séparation entre droit externe et droit interne, au profit d'un système dit moniste, dualiste, moniste, qui se caractérise par l'intégration des normes, des règles de droit international au sein des normes internes. Ça, c'est ce que fait la Constitution de 1946. Alors, 1958, la Constitution de la Ve République, qu'est-ce qu'elle fait vis-à-vis des normes internationales? La Constitution du 4 octobre 1958, elle a poursuivi le mouvement amorcé dans la Constitution de 1946 et elle prévoit, dans son article 55, je cite, que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Là, c'est le principe de la réciprocité. Elle prévoit en outre, en son article 54, que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. C'est-à-dire que là, déjà, on a une bizarrerie, parce que la Constitution, dans cet article 54, aurait pu dire tout autre chose. Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire, la Constitution de 58? Elle aurait pu dire qu'il faut renégocier le traité, tout simplement pour qu'il soit adapté à la Constitution. Mais là, dès le départ, il y a, disons, un renoncement et la création d'un automatisme, ce qui est tout à fait inacceptable. Alors, le rang des normes internationales au sein de la hiérarchie des normes juridiques depuis 1958 est donc défini dans cette Constitution, et elles sont subordonnées à la Constitution puisqu'elles ne peuvent produire d'effets juridiques si elles lui sont contraires. Ça, c'est vrai, sauf que dans ce cas, la Constitution est modifiée pour s'y adapter. Donc c'est parfaitement hypocrite. Alors, dans ce cadre de l'article 54, et d'ailleurs il va falloir que nous on travaille là-dessus, le Conseil constitutionnel a considéré, et on verra après, au moment des affaires européennes qui viennent plus tard, à plusieurs reprises, que les dispositions de certains traités ou accords étaient contraires à la Constitution. Je voudrais donner quelques exemples pour se remémorer tout cela, parce que plusieurs révisions constitutionnelles ont été nécessaires, provoquées par des accords internationaux pour permettre leur ratification. 25 juin 1992, c'est le fameux traité de Maastricht. Déjà, on voit que c'est la question européenne qui vient accélérer et modifier la hiérarchie des normes juridiques, et que le processus démarre au moment de Maastricht. Ensuite, 25 novembre 1993, les accords internationaux en matière de droit d'asile, donc ça c'est un autre sujet. 25 janvier 1999, le traité d'Amsterdam. 8 juillet 1999, traité instituant une cour pénale internationale. 25 mars 2003, décision sur le mandat d'arrêt européen. Bon, bref, on peut étudier tout cela, il n'y a pas de problème, l'information est disponible. Mais on voit bien qu'il y a désormais, depuis 1958, et plus exactement depuis le début des années 90, après l'acte unique européen, disons, c'est-à-dire la bascule de l'Union européenne de manière beaucoup plus claire, virulente et offensive dans le néolibéralisme, il y a une production
des révisions constitutionnelles à répétition. Et puis, la cerise sur le gâteau, et j'en reparlerai un peu plus tard, je le mets dans ce paquet-là parce que ça en découle directement. En 2008, c'est la modification du titre 15 de la Constitution, qui s'intitule des communautés européennes et de l'Union européenne, qui est modifiée par la loi constitutionnelle du 4 février 2008. Donc voilà, premier point. Alors, deuxième point, ce qu'on a appelé à l'époque le traité constitutionnel européen, qui est en réalité le traité de Rome, pas celui constitutif de la communauté européenne, mais le traité de Rome du 29 octobre 2004. Alors, un mot sur ce fameux TCE, c'est la volonté des classes de l'oligarchie européenne de franchir un seuil irréversible avec la mise en place d'une constitution, puisque le texte parle d'une constitution pour l'Europe. Si on prend le mot au pied de la lettre, une constitution pour l'Europe, et qu'on considère que la constitution est au sommet de la hiérarchie des normes juridiques, ça veut dire que ce texte juridique avait pour vocation de chapeauter l'ensemble des constitutions des autres États, et donc de subordonner les constitutions des États membres à cette constitution qui serait placée au-dessus d'elle. C'est-à-dire une remise en cause radicale de la souveraineté nationale et la transformation de l'Union européenne en système, c'est la poursuite, non pas du fédéralisme, mais un système purement oligarchique. Et le problème qui s'est posé, d'ailleurs, l'échec du référendum, dont je parlerai dans un instant, a bloqué cette évolution, parce qu'ils n'ont pas réussi à aller jusque-là. Et ils n'en sont pas encore là. On le voit d'ailleurs avec l'affaire du budget italien. Il y a des marges de manœuvre considérables qui restent aux mains des États. Et le traité de Rome, donc, a été signé par les chefs d'État et de gouvernement. Il n'a pas été ratifié, n'a pas eu le temps, puisque Chirac en France et je crois aux Pays-Bas, des référendums ont été décidés pour la ratification du traité de Rome. Alors, le contenu de ce traité de Rome, donc, mise en place d'un système juridique totalement verrouillé, avec une constitution européenne, et la réaction d'un certain nombre de forces politiques a été la suivante. On a eu, beaucoup s'en rappellent ici, donc il y avait le oui au TCE. Dans le oui au TCE, il y avait la droite, UNP plus UDF et la gauche, une partie de la gauche, disons, le Parti socialiste, le Parti radical de gauche, les Verts. Campagne pour le oui. Et puis, il y a eu les partisans du non avec, comme certains l'ont distingué, le non de droite et le non de gauche. Dans le non de droite, il y avait le Front National, le MPF de Philippe de Villiers, le RPF de Charles Pasqua, il y avait le MRC, la LCR, LO, le PCF pour les partis politiques qui étaient pour le non. Mais avec le recul, quand on regarde le contenu de la bataille pour le non, les arguments qui étaient invoqués, ceux qui étaient mis en avant
on s'aperçoit que cette bataille pour le non, même si elle a été victorieuse, puisque là le résultat a été de 54, quelque chose comme ça. Bon, je reviendrai dans un instant, mais disons que cette bataille, donc, les arguments, c'était là, ça ne portait pas sur le point essentiel de la souveraineté et sur l'opération d'élimination de la démocratie et du caractère politique des sociétés. Jamais ces questions n'ont été mises en avant. Ce qui a été mis en avant, c'est une constitution qui est un manifeste néolibéral, ce qui était parfaitement vrai, après de multiples exemples dans le contenu qui était pris sous forme d'anecdotes en fait, mais la question centrale n'a pas été présentée au débat. Et ce qui a été rejeté par les électeurs, c'est le caractère néolibéral. C'est déjà pas mal, vous me direz. Mais ça n'a pas, eu de suite. C'est-à-dire que l'erreur politique qui a été faite par toutes les forces du non, toutes, de l'extrême gauche à l'extrême droite, s'est dissipée et n'a pas eu de suite. D'ailleurs, on a bien vu qu'après la victoire du non, ce non a été totalement gaspillé, oublié, éliminé. Les partis qui avaient appelé à voter non ne pouvaient pas exploiter cette victoire parce qu'ils n'avaient pas posé le problème politique dans les termes corrects. Et donc, c'est une victoire, mais un peu une victoire à la Pyrrhus, parce que on voit, et c'est le troisième point, sur le référendum du 29 mai 2005, que on n'a pas pu, par exemple, les questions des compétences exclusives de l'Union européenne dont je vais parler, les questions de procédure de décision, majorité simple, qualifiée, unanimité, etc. Tout ça n'a pas été correctement traité. Et on paye aujourd'hui, finalement, l'absence de véritables débats de fond à l'époque de cette bataille. Alors, je passe directement au point 4 sur le traité de Lisbonne. Sur le traité de Lisbonne, le 13 décembre 2007, donc 2 ans après le référendum, à Lisbonne, donc au Portugal, les 27 États membres de l'Union européenne, qui étaient représentés par les chefs d'État et de gouvernement, vont signer un traité modifiant les traités alors en vigueur au sein de l'Union européenne. Et ces traités, c'était le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la communauté européenne. Et ce traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Alors, avec le traité de Lisbonne, quel est, je reviendrai là-dessus tout de suite, mais le traité de Lisbonne modifie profondément l'architecture institutionnelle de l'Union européenne. Et c'est cela qu'il faut retenir. Et finalement, l'essentiel du contenu du traité de Rome, qui avait été rejeté par référendum, va revenir sous la forme du traité de Lisbonne. Et je voudrais faire un petit commentaire en reprenant
une analyse de Anne-Marie Le Pourriette, professeure de droit public, un texte qu'elle a publié en octobre 2017 pour parler du coup d'État, de la loi constitutionnelle du 4 février 2008, qui est un coup d'État parlementaire pour bien comprendre pourquoi nous parlons de coup d'État. Alors, cette idée d'ailleurs de traité de Lisbonne, de traité réduit, comme Sarkozy l'a proposé, c'est Sarkozy qui a proposé cette idée au motif qu'on pouvait proposer un traité réduit. Et donc ils l'ont appelé traité modificatif européen. Mais modificatif réduit au sens de Sarkozy, en réalité il y a 12 protocoles, 25 déclarations diverses, soit 256 pages. Si vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur le traité de Lisbonne, ça vaut le coup. Ça fait un paquet, 256 pages. Donc, comme résumé, on fait mieux. Et ce texte, en fait, se borne à recopier sous une autre forme les 3/4 des dispositions qui avaient été rejetées par le référendum. Ce traité va modifier d'une part le traité sur l'Union européenne, ce qu'on appelle le TUE. Il y a deux traités, il y a le TUE, traité sur l'Union européenne, et il y a le traité instituant la communauté européenne, le TCE. Qui va devenir le TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc il faut bien naviguer entre les deux pour y retrouver ces petits. Alors, la question fondamentale qui se pose, c'est, avec cette affaire du traité de Lisbonne, qui va être ratifiée par une loi constitutionnelle prise à l'initiative du président de la République, comment le président de la République peut-il décider seul, parce que c'est exactement comme ça que les choses se sont passées, alors que le peuple français a juridiquement rejeté l'intégralité du traité, peut-il néanmoins passer par-dessus le peuple? C'est-à-dire qu'avant le Parlement, on parle coup d'État parlementaire, mais pas seulement, il y a un coup d'État du président de la République, parce que c'est lui qui a l'initiative de présenter la loi constitutionnelle de sa seule initiative, passant outre le vote du peuple. Et donc de faire ensuite ratifier par voie parlementaire la majeure partie des dispositions que ce traité constitutionnel européen contenait. Alors, l'argument principal, après avoir dit que pour convaincre les autres pays européens qu'il fallait trouver un argument pour faire rentrer par la fenêtre ce qui était sorti par la porte, l'argument de Sarkozy c'était on va proposer un traité réduit. Et là, l'argument de Sarkozy, c'est que les dispositions du TCE, traité de Rome, n'avaient pas fait l'objet de contestation. Voilà, c'est-à-dire que c'est un truc invraisemblable, et que chacun avait pu constater durant la campagne référendaire que tout n'avait pas été critiqué. Il y avait eu des critiques sur certains points, des silences sur d'autres. Des gens se focalisaient sur la Charte des droits fondamentaux, d'autres sur les politiques communautaires. Enfin bref, qu'on ne pouvait pas finalement considérer qu'il y avait un rejet global sur du traité de Rome. Et donc, tout ça va donc déclencher une démarche du président de la République qui va prétendre
interpréter seul la volonté du peuple qui est parfaitement arbitraire et qui confine à la dictature. Il ne faut pas hésiter à utiliser le mot, parce que il faut que dans notre argumentation, on distingue bien les deux moments, parce qu'on ne met l'accent surtout que sur le coup d'État parlementaire. En fait, il y a un premier coup d'État, qui est celui du président de la République, qui prend une initiative de type dictatorial, qui refuse d'accepter le verdict du peuple. Et ce qui doit entraîner des conséquences en matière de révision constitutionnelle concernant le statut du président de la République. Il est clair, après cet exemple qui fait jurisprudence, qui doit faire jurisprudence, que le président de la République ne peut plus prendre l'initiative des lois constitutionnelles et de la convocation du Congrès. D'ailleurs, en poussant le raisonnement, le rôle du Congrès, c'est-à-dire l'addition du Sénat et de l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution, même pour modifier une virgule, doit être éliminé, supprimé. Voilà, ça règle une partie du problème. Et puis après, eh bien entendu, c'est ce qu'aurait dû faire le président de la République s'il avait, lui, considéré qu'il y avait un doute sur l'interprétation à faire du scrutin. Mais je veux dire, oui, non, l'interprétation, c'est pas très compliqué. Il suffit de compter les bulletins. À la limite, il aurait pu convoquer un second référendum. Il en a les pouvoirs constitutionnels. Bon, alors comment qualifier et sanctionner? Et le mot de dictature, c'est le mot utilisé par Anne-Marie Le Pourriette, professeur de droit public. Enfin, quand un prof de droit dit que le président de la République a commis un acte dictatorial, c'est puissant. Alors, elle ajoute, Anne-Marie Le Pourriette, comment qualifier et sanctionner un tel coup d'État? Parce que, en fait, le coup d'État dont elle parle, c'est le coup d'État du président de la République. Ah, c'est cela, pour elle, le coup d'État. Et elle invoque la Constitution de 1793, qui doit nous aussi certainement nous inspirer, qui dispose dans son article 27, je cite, que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. Prof de droit, hein. Donc, ça rigole pas. Non, mais on voit, je veux dire, quand des gens comme ça, on arrive à ces analyses, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème essentiel, et que les autres qui se taisent parmi la cohorte des professeurs de droit, il y a de quoi s'inquiéter, parce que c'est là que se trouvent les racines culturelles du vichisme, en fait. Hein. Et on voit que ces gens sont prêts, et on le voit dans leur attitude vis-à-vis de la mondialisation néolibérale, où ils acceptent tout et n'importe quoi. Et alors, elle reconnaît que la peine de mort est prohibée depuis un certain temps, et que il faut s'y conformer. Elle est tout à fait légaliste, et elle dit qu'il vaut mieux se tourner vers l'article 35 du texte de 1793, toujours, qui affirmait, je cite, « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 89 d'ailleurs, intégrée au préambule de la Constitution actuelle, intégrée dans le bloc de constitutionnalité, faisant partie du bloc de constitutionnalité, range la résistance à l'oppression parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Et elle conclut, notre amie Anne-Marie Le Pourriette, sans insurrection ni destitution, nous n'aurons alors plus qu'à pleurer sur notre servitude volontaire en réalisant que nos élus représentent bien ce que nous sommes nous-mêmes devenus, des godillots. Bon, donc cette prof de droit appelle à l'insurrection. Elle appelle à l'insurrection. Quelques commentaires sur le contenu du traité de Lisbonne. Et d'abord, une notion, je pense qu'on a, une information qu'on a déjà donnée, mais qui doit être sans arrêt réactivée. Il faut remettre du charbon dans la chaudière régulièrement sur ce point. C'est l'article 3 du TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 3 qui traite des compétences exclusives de l'Union européenne. Parce que c'est ça, c'est le cœur, disons, du système qui prive les États membres de leur souveraineté dans des domaines stratégiques. Et c'est une façon en même temps pédagogique de montrer la nocivité du traité de Lisbonne, la nécessité de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Alors, encore une fois, je le rappelle, l'article 3 traite des compétences exclusives dans 5 domaines. Et ce que l'Union européenne, le traité de Lisbonne, appelle les compétences exclusives, signifie que seule l'Union européenne peut agir dans le domaine en question. Les États membres n'ont plus aucune prérogative. Et il y a 5 domaines qui sont concernés, il y a 5 compétences exclusives, il faut qu'on les connaisse par cœur. Retenir 5 points mineurs, c'est pas compliqué. C'est d'abord l'union douanière. Union douanière. Très important, l'union douanière. Je reviendrai, après, si on a le temps, sur les conséquences pratiques, économiques, politiques, sociales de l'union douanière. La deuxième compétence exclusive, c'est les règles de concurrence pour le marché intérieur. Là aussi, les conséquences sont absolument considérables. La troisième compétence exclusive, c'est la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro. Ça ne veut pas dire que les pays membres de l'Union européenne, mais non membres de la zone euro, n'ont pas de normes à respecter en matière monétaire. Ils en ont. Ils font partie de ce qu'on appelle le système, le SBCE, le système des banques centrales européennes, bien qu'il n'ait pas l'euro. Et puis, il y a quatrièmement la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. C'est d'un ordre différent, ça, cette quatrième compétence exclusive. Pourquoi c'est d'un ordre différent, et je n'y reviendrai pas, parce qu'on peut considérer qu'un accord international organisant, empêchant, disons, la pêche sauvage et la concurrence avec les bateaux qui vont chez les uns, chez les autres, est quelque chose de mutuellement destructeur. Et qu'un accord international sur le partage des ressources, sur la protection des ressources, est quelque chose qui est fondé et qui peut se comprendre. La question, c'est évidemment les modalités de discussion, de négociation, d'adoption, de révision. Or ça, c'est le point que l'on peut contester, c'est que ça n'est pas révisable, même si le principe là est intéressant. Et puis le cinquième point, c'est la politique commerciale commune.
les conséquences sont tout à fait considérables parce que on peut prendre différents exemples. Si on prend la question douanière, eh bien, on voit bien que l'interdiction qui est faite au pays de sortir du cadre commun concernant les droits de douane et l'interdiction de faire évoluer les droits de douane ou d'instaurer des quotas d'importation ou d'exportation interdit au pays de réguler leur commerce international. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait majeur, parce que pour des pays comme tous les pays d'ailleurs sont concernés, si nous voulons redévelopper l'industrie, il est évident, et on l'a démontré à de multiples reprises, qu'il va falloir prendre des mesures protectionnistes. Et les mesures protectionnistes se prennent par des hausses de droits de douane et par des quotas d'importation qui sont rigoureusement interdits par donc les compétences exclusives. Mais en plus des compétences exclusives, il y a d'autres clauses, d'autres articles du traité de Lisbonne qui sont incompatibles d'abord avec la souveraineté nationale et puis avec la mise en œuvre de politiques libérées de l'orientation, de toute orientation néolibérale, parce que tout ça, évidemment, s'inscrit dans une logique néolibérale. Et on pourrait prendre, et je ne fais que citer deux, trois exemples, l'article bon, il y en a plein qui illustrent, si vous voulez, les éléments que je viens d'évoquer. Par exemple, l'article 123, qui est important, lui aussi, il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales des États membres, donc pas seulement les États membres de la zone euro, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités, etc. Ça veut dire que les États, les finances publiques sont livrés au marché financier et que la dette publique est éternellement entretenue. C'est fait pour, d'ailleurs. Ça nourrit les marchés financiers d'un côté et ça affole la population. Les gens, on leur fait peur avec la dette publique et on les culpabilise et on donne l'impression qu'on est endetté, qu'on ne peut plus rien faire, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et donc ça a un impact sur la vision du système de protection sociale, sur l'emploi. Ça aggrave le racisme parce que l'immigration est vécue comme en même temps une charge supplémentaire que l'on ne peut pas se permettre vu qu'on est déjà endetté. Enfin bref, on voit les conséquences qui sont tout à fait considérables. Alors, donc, sur le traité de Lisbonne, il y a un combat permanent et je crois qu'il est à double. Il y a deux aspects dans ce combat. Le premier, c'est de rappeler sans cesse la façon dont les choses se sont passées et l'absence d'analyse sérieuse et pour les partis politiques et les conséquences qui n'ont pas été tirées de cette bataille qui n'est pas menée correctement, hein, parce que c'est vrai qu'Attac a mené un combat très fort contre le traité constitutionnel européen, mais avec le recul, il a été mené avec de mauvais arguments. C'est ça le problème. Je me rappelle très bien le bouquin qu'on avait écrit et que j'ai signé, La Constitution européenne contre l'Europe.
Voilà, c'est-à-dire au nom de l'Europe, nous votons non. C'était ça les arguments. Au nom de l'Europe, nous votons non. C'est-à-dire qu'on ne mettait pas en avant les questions politiques qu'on vient d'évoquer. Et depuis, on n'a pas soldé les comptes. C'est-à-dire que on aurait pu, y compris, forcer et faire des textes, prendre des initiatives, etc. Mais nous-mêmes, on ne l'a pas fait parce qu'on était noyé dans une masse qui ne voulait pas entendre parler de ça. C'était trop beau, 2005. C'était trop beau, c'était un trop beau succès qu'il ne fallait pas salir par des critiques. Mais bon, ça fait maintenant un certain temps, il y a prescription et il va falloir qu'on sorte les bazookas pour remettre un peu de plomb dans la tête à certains. Et le deuxième axe autour du traité de Lisbonne, donc, c'est le contenu concret du traité de Lisbonne. Les gens ignorent tout ça. Ils ignorent la notion de compétence exclusive et le contenu de ces compétences et les conséquences que ça a. Et quand par exemple, pour terminer, quand Mélenchon parle de plan B, il n'évoque jamais les compétences exclusives. Quand certains évoquent la révision, changer l'Europe de l'intérieur, l'Union européenne de l'intérieur, ils ne disent jamais ce qui doit changer dans les traités. Sur quoi veulent-ils discuter avec les autres et principalement des compétences exclusives, parce que c'est bien ça le problème. Un pays qui ne dispose plus des règles de son commerce intérieur, de son commerce international, de sa monnaie, de ses frontières, mais je veux dire, ses pouvoirs sont limités. Pas tant que ça quand même. On le voit avec l'Italie. Voilà, ça c'est très intéressant parce que ça montre qu'il reste des capacités d'action dans le système actuel et que la voie électorale reste possible dans certaines conditions. Bien, voilà.